Plongeons au cœur des histoires réelles de vie qui inspirent pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle. Pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle du quotidien. Abonnez-vous maintenant, découvrez le pouvoir des histoires vraies, uniquement sur Histoire de Vie TV. Lagos était une ville de rêve. Je suis arrivée avec un petit sac et un très grand espoir. Mon rêve était simple. Je voulais être à l'écran. Je voulais que les gens me voient et connaissent mon nom. Dans mon village, ils m'appelaient la fille au soleil dans le sourire. Je croyais que ce sourire était mon passeport pour une nouvelle vie. Je marchais dans les rues animées de surulérés, où l'industrie cinématographique respirait et vivait. L'air était épais d'ambition. Chaque personne que je rencontrais était soit une star, soit voulait en devenir une. C'était intimidant. C'était aussi palpitant. J'avais l'impression d'être enfin à ma place, un petit poisson dans un vaste océan scintillant. Ma première audition fut une affaire chaotique. La pièce était bondée de filles qui me ressemblaient trait pour trait. Elles étaient toutes belles, toutes avides. Elles avaient toutes ce même regard affamé dans les yeux. Je suis restée assise sur une chaise en plastique dur pendant des heures. Mes mains transpiraient. Mon cœur battait la chamade. Quand ils ont enfin appelé mon nom, ma voix était une petite chose tremblante. Le réalisateur, un homme imposant qui me congédiait d'un geste de la main, me regarda à peine. Il me dit de lire quelques lignes. J'ai fait de mon mieux. Ma voix tremblait, mais j'y ai mis tout le soleil de mon village. Il grogna et dit « Suivant ». Je suis sortie en me sentant plus petite que jamais. Ce premier rejet fut une pilule amère, mais il n'a pas tué mon esprit. Il n'a fait que renforcer ma faim. Je me suis dit que c'était comme ça que ça devait être. Le succès n'était pas censé être facile. J'ai passé d'autres auditions. J'ai essuyé d'autres rejets. Chaque non était une petite coupure. Mais je me recousais avec un nouvel espoir chaque matin. J'ai appris à arborer un sourire plus éclatant. J'ai appris à rendre ma voix plus stable. J'observais les autres filles. Je voyais comment elles marchaient, comment elles parlaient, comment elles riaient un peu trop fort avec les producteurs. J'ai commencé à comprendre que le talent ne suffisait pas toujours. Il y avait un jeu et je n'en connaissais pas les règles. Puis, un jour, un oui est arrivé. Ce n'était pas un grand rôle. C'était pour un petit rôle dans un feuilleton télévisé. Je n'avais que 2 scènes. Mais j'avais l'impression d'avoir gagné le monde. Le producteur qui m'a donné le rôle s'appelait Monsieur Adé. Il avait des yeux gentils. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Il m'a dit que j'avais une étincelle spéciale. Il a dit qu'il voyait en moi quelque chose que les autres avaient manqué. Ces mots étaient comme de l'eau sur une terre aride. Je les ai bus avidement. Je l'ai cru complètement. Je pensais que mon travail acharné portait enfin ses fruits. Je n'ai pas vu l'ombre qui se cachait derrière ses yeux gentils. J'étais trop aveuglée par la lumière de mon premier succès. Le monde de Nollywood était séduisant. Il promettait une vie que je n'avais vue que dans les magazines. Une fois sur le plateau, je l'ai vu de près. Les acteurs portaient des vêtements coûteux. Ils conduisaient de grandes voitures rutilantes. Ils parlaient de voyage à Londres et à Dubaï comme s'il s'agissait de voyages au marché local. Je voulais cette vie. Je voulais le respect qui l'accompagnait. Je voulais pouvoir envoyer de l'argent à ma famille, construire une nouvelle maison à ma mère. L'attrait était puissant. Il chuchotait des promesses d'un avenir où je ne serais plus la fille avec un simple sourire, mais une femme de substance et de richesse. J'étais aspirée, complètement et totalement. Monsieur Adé est devenu mon mentor. Il m'a présenté à des personnes importantes. Il m'a emmené à des fêtes exclusives à Lekki, dans des maisons si grandes qu'elles ressemblaient à des palais. Lors de ces fêtes, le champagne coulait à flots. Les conversations tournaient toutes autour des affaires, des contrats et de l'argent. Je me sentais déplacée dans ma robe simple. Mais Monsieur Adé me prenait par le bras et disait « Voici ma nouvelle star.
Les hommes me regardaient. Leurs yeux parcouraient donc mon corps de haut en bas. Cela me mettait mal à l'aise, mais je me disais que cela faisait partie du métier. C'était du réseautage. C'était comme ça qu'on montait les échelons dans ce monde scintillant et trépidant. Les compromis moraux ont commencé petits, si petits que je les ai à peine remarqués. Tout a commencé par une petite faveur. Monsieur Adé me demandait de rire à la blague pas drôle d'un homme puissant. Il me demandait d'être très amical avec un investisseur potentiel. Il me suggérait de porter une jupe plus courte, un décolleté plus plongeant. Il faut vendre le produit, disait-il, et le produit, c'était moi. Je sentais un nœud d'inconfort dans mon estomac. Il ne s'agissait pas de mon jeu d'actrice. Il ne s'agissait pas de mon talent. Il s'agissait de quelque chose d'autre. Mais quand j'hésitais, il me rappelait les milliers d'autres filles qui feraient n'importe quoi pour ma place. Le malaise s'est transformé en une sourde angoisse. Les petites faveurs sont devenues de plus grandes exigences. Les réunions tardives ne concernaient pas les scénarios. Il s'agissait d'auditions privées dans des chambres d'hôtel. Les limites sont devenues floues. Les yeux gentils de Monsieur Adé semblaient maintenant prédateurs. Il me disait que c'était le prix de la célébrité. Il disait que toutes les actrices à succès l'avaient impayé. Il rendait cela normal, comme une transaction commerciale. Mon éducation villageoise criait à la protestation. La voix de ma mère résonnait dans ma tête, me disant d'être une bonne fille. Mais Lagos n'était pas mon village, et le rêve était si proche que je pouvais presque le toucher. Je me sentais piégée. J'ai dit non. La première fois que la demande explicite a été faite, j'ai trouvé une force que je ne me connaissais pas. J'ai dit non, et je suis partie. Les conséquences ont été immédiates et brutales. Soudain, les appels ont cessé. Les portes qui avaient été ouvertes m'ont été claquées au nez. Les producteurs qui m'avaient souri me regardaient de maintenant à travers. Monsieur Adé a répandu des rumeurs. Il a dit aux gens que j'étais difficile. Il a dit que j'étais non professionnelle. Il m'a dépeinte comme une fille ingrate qui ne comprenait pas comment fonctionnait l'industrie. J'ai été mise sur liste noire. Mon petit moment de succès éclatant s'est éteint, juste comme ça. La pression sociale était immense. Mes amis de l'industrie m'évitaient. Certains me plaignaient, d'autres me jugeaient. « Tu aurais dû jouer le jeu », m'a dit l'une d'elles autour d'un verre. « On le fait toutes. C'est comme ça qu'on survit. » Ces mots m'ont glacé. La survie valait-elle la peine de vendre son âme? Je voyais le vide dans ses yeux, même alors qu'elle parlait de son nouveau rôle au cinéma. La société qui célébrait ses stars ne voyait pas le coup. Il voyait le glamour à l'écran. Il ne voyait pas les filles brisées derrière les sourires. Il ne voyait pas les larmes versées dans des appartements solitaires après que les caméras aient cessé de tourner. Ma vie personnelle s'est effondrée. Le rêve qui m'avait amené à Lagos est devenu un cauchemar. J'étais fauchée. J'étais seule. J'étais remplie d'un profond sentiment de honte, même si je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Je ne pouvais pas me résoudre à appeler ma famille. Comment pouvais-je expliquer mon échec? Comment pouvais-je leur dire que le monde du cinéma n'était pas aussi magique qu'il y paraissait? Le poids de tout cela était écrasant. Je me suis regardée dans le miroir et je n'ai pas reconnu la femme triste et fatiguée qui me regardait. La fille au soleil dans le sourire avait disparu. À sa place se trouvait un fantôme hanté par un rêve brisé. Cette période fut la plus sombre de ma vie. J'ai vu d'autres jeunes femmes tomber dans le même piège. Je les ai vues faire des compromis, leur lumière s'éteignant à chaque fois. Elles obtenaient les rôles. Elles obtenaient les voitures. Mais elles perdaient une partie d'elles-mêmes dans le processus. J'ai vu les pratiques dangereuses de l'industrie, les mastiquer et les recracher. Elles étaient jetables. Quand une fille plus jeune, plus nouvelle, plus consentante arrivait, elles étaient mises de côté. Le système était conçu pour exploiter les jeunes pleines d'espoir.
Il se nourrissait des rêves des jeunes et laissait derrière lui une traînée de dévastation silencieuse. C'était une machine qui fonctionnait avec des cœurs brisés. Toucher le fond fut une étrange sorte de libération. Quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. J'ai arrêté d'essayer d'être actrice. J'ai trouvé un travail simple dans une librairie. C'était calme. C'était paisible. J'étais entourée d'histoires, mais ces histoires n'exigeaient pas un morceau de mon âme. J'ai commencé à guérir. J'ai commencé à lire. J'ai trouvé des mondes bien plus fascinants que le monde superficiel du showbiz. J'ai lentement commencé à me retrouver, non pas l'actrice, mais la personne. La fille qui aimait les histoires. La fille qui avait des principes enseignés par une mère forte. Un jour, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit sur mes expériences. J'ai écrit sur le piège doré et les dangers cachés. J'ai écrit sur les filles aux yeux affamés et les hommes aux sourires prédateurs. J'ai versé toute ma douleur, ma colère et ma désillusion sur la page. L'écriture est devenue ma thérapie. C'était ma façon de reprendre le contrôle. Je n'étais plus une victime de l'histoire. J'en étais l'auteur. Je contrôlais le récit. C'était un autre type de performance. Une performance honnête et vraie. C'était plus gratifiant que n'importe quel rôle au cinéma n'aurait pu l'être. Ma voix n'était plus petite et tremblante. Elle était forte et claire sur la page. Mon message n'est pas que les rêves sont mauvais. Les rêves sont essentiels. Ils sont le carburant de la vie. Mais nous devons être prudents quant au prix que nous sommes prêts à payer pour eux. La vraie force ne consiste pas à gravir les échelons à tout prix. Elle consiste à savoir quand partir. Elle consiste à préserver son intégrité lorsque le monde vous demande de la laisser tomber. Votre valeur personnelle n'est pas déterminée par la célébrité ou l'argent. C'est une chose intrinsèque, une lumière en vous que personne ne peut éteindre à moins que vous ne le permettiez. Trouver cette force intérieure est le plus grand succès de tous. C'est une victoire silencieuse, mais c'est celle qui compte le plus. Nous devons protéger nos jeunes. Nous devons enseigner à nos filles et à nos fils que leur corps n'est pas une marchandise. Nous devons leur dire que leur valeur n'est pas à vendre. Nous devons avoir des conversations ouvertes sur les pressions qu'ils subissent. Nous devons construire une société où l'intégrité est plus valorisée que la célébrité. Le monde du showbiz peut être un endroit magnifique, un lieu d'art et de créativité. Mais nous devons être ceux qui éclairent ces recoins sombres. Nous devons être ceux qui exigent le changement. Nous devons nous assurer que la prochaine fille qui arrive en ville avec un rêve n'aura pas à se perdre pour l'atteindre.